Hello à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Dans ce podcast, je vous emmène un lundi sur deux à la rencontre des talents et des personnalités du nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Je remercie chaleureusement tous ceux qui ont écouté les premiers épisodes du podcast et qui ont pris le temps de lui attribuer une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous sur les réseaux sociaux. Cela m'aidera à faire connaître La Boussole et à développer le podcast. Je suis ravie de partager avec vous l'échange riche et sans compromis que j'ai eu le plaisir d'enregistrer avec Christophe Deboeuf, fondateur de NeoEco et président du réseau Entreprendre Nord. Après une école d'ingénieur, un début de carrière classique dans l'industrie, Christophe a eu à 35 ans le déclic et a choisi de mettre en concordance ses convictions et sa vie professionnelle. Il crée alors NeoEco en 2012 avec une logique d'ingénieur et de process pour optimiser le tri et le traitement des déchets. Rapidement, il se rend compte que le traitement seul ne suffit pas et élabore des écoproduits qu'il propose à de grands noms de la distribution, tout en développant des outils innovants permettant de valider l'innocuité et la capacité de recycler à nouveau ces écoproduits. NeoEco a fait de la création de boucles d'économie circulaire sa spécialité, en proposant des idées innovantes, en levant les objections au fil des projets, tout en s'appuyant sur la science et les normes. NeoEco a également incubé des startups, quasiment une par an depuis sa création. En plus de son rôle au sein de NeoEco, Christophe s'est investi dans le réseau Entreprendre, devenant en 2018 président du réseau Entreprendre Nord. Il souhaitait pouvoir rendre le soutien et l'accompagnement qu'il avait pu recevoir lors de la création de NeoEco. Si vous ne connaissez pas le réseau Entreprendre, notre conversation vous permettra de découvrir ses valeurs et ses missions. Avec Christophe, nous avons parlé de révolte, de passion, de force de conviction, d'innovation, d'entreprise libérée, d'ouverture d'esprit, d'accompagnement et d'économie circulaire bien sûr. Je vous reprends dans les notes de l'épisode toutes les initiatives citées par Christophe. Mais je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Christophe. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation dans La Boussole. Alors nous allons revenir sur votre parcours. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes le créateur de NeoEco. Alors une entreprise qui a fait de l'économie circulaire avant l'heure et avant qu'on en parle il y a un peu plus de 12 ans. Mais avant de ça, je voudrais revenir sur votre parcours. Donc j'ai vu que vous aviez fait les mines à Douai. Oui, alors voilà, je suis un pur produit du Nord, puisque grandi à Bruay-la-Bussière, le LTE d'Armentières en prépa, et puis je suis arrivé à l'école des mines de Douai, pour faire mon école d'ingénieur. Et donc c'était assez riche finalement, on apprend plein de choses. Et moi à l'époque, je voulais travailler dans l'automobile parce que je trouvais ça trop génial. Alors je voulais faire chef de projet dans l'automobile. Et donc, mon premier métier, c'était de rejoindre Valeo, qui est un des fournisseurs de matières et d'équipements pour l'automobile. Alors, j'ai fait ça dans le sud du Nord, c'était à Hirson. D'accord. On était plus tout à fait dans le Nord, mais quand même. Presque les Ardennes, quand même. Presque les Ardennes. Nous étions dans les Ardennes, exactement. Ouais. Et donc là, je me suis occupé j'étais chef de projet dans des moules de plasturgie. Donc, c'était comment injecter de la matière plastique dans des moules de plasturgie pour créer des moules pour Valeo et des phares de voitures notamment, avant ou arrière. D'accord. Voilà. Et donc, alors moi, cette première expérience était intéressante parce que elle m'a appris à être hyper rigoureux, comment mener un projet. Et en même temps, je me suis aperçu que j'étais pas fait pour les grandes structures avec des procédures partout et que je préférais vraiment avoir une relation humaine forte avec les interlocuteurs. Alors ça, c'est le rôle du chef de projet, mais en même temps, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de souplesse. Et voilà. Et puis, moi, j'étais passionné par les voitures, puis les autres avaient plutôt un travail. Et donc, je me suis dit, je vais laisser cette passion de voiture de côté et je vais essayer de trouver des nouveaux challenges. Voilà. Et donc,
je suis parti rejoindre. Alors là, je suis revenu sur l'île et j'ai rejoint le groupe Neu et une de ses filiales. Alors le groupe Neu, c'était un grand groupe d'ingénierie qui jouait sur tout le traitement de l'air. Alors ça allait le dépoussiérage du métro de New York en passant par le transfert d'objets comme des cigarettes, des biscuits, par des transferts par air, donc des compresseurs. Enfin voilà, c'était un très très grand groupe dans le Nord et ils avaient une filiale qui était devenue indépendante et même cotée au second marché après, qui transportait des bouteilles dans les lignes d'embouteillage pour des Coca, Danone, Nestlé un peu partout dans le monde. Ok. Voilà. Et donc j'ai rejoint au début comme chef de projet dans la filiale qui s'appelait NTS et j'y occupais pas mal de fonctions. Donc j'ai fait chef de projet, responsable des chefs de projet. Ensuite je me suis occupé de la partie ingénierie, la partie recherche et développement, de la partie un peu plus industrielle. Et puis ensuite on faisait 80% du chiffre d'affaires à l'export. Donc c'était une grande découverte de tous les pays, un peu partout dans le monde, puisque partout où il y avait des lignes d'embouteillage et partout où on boit du coca ou de l'eau, eh bien on y installait des procédés. Donc beaucoup de voyages et puis ensuite j'ai pris en main la filiale belge où il y avait une cinquantaine de personnes. Alors là c'était un nouveau challenge pour moi puisque c'était d'assurer à la fois de la production, du commerce, etc. Donc c'était comme si je devais gérer l'entité complètement et puis ensuite je me suis occupé de toutes les filiales un peu partout dans le monde. Alors on en avait 7, donc ça allait de l'Angleterre, la Belgique, les États-Unis, l'ouverture de la Chine, le Mexique, l'Espagne, l'Allemagne. Donc là aussi un métier un peu de globetrotter autour de l'ingénierie. Et ça, c'était une expérience qui était hyper enrichissante puisque il fallait gérer beaucoup de choses, mais ça aussi fait naître un peu toute la genèse de Néo. Finalement, elle est là aussi, puisque on crée souvent, et j'en reparlerai après, par révolte. Et moi, c'est au sein de NTS, ça fait naître beaucoup de révoltes. Alors, une première révolte qui était de dire, plutôt que de transporter du plastique, je ferais mieux de le recycler parce que franchement, je commençais largement à prendre conscience qu'il fallait faire quelque chose. Et donc voilà, c'était une première conscience de dire, je transporter du plastique toute ma vie, ça va pas le faire. Oui. Voilà, je vais préférer le recycler. Et puis la deuxième grande révolte dont je reparlerai tout à l'heure, c'était de dire on était coté au second marché, j'étais au conseil de surveillance, grosse voiture, tout va bien, un bon salaire, mais en fait finalement je m'apercevais que les partenaires financiers parfois méconnaissaient totalement notre métier et puis finalement dans mon quotidien je faisais la réunion du lundi, la réunion du mardi, la réunion du mercredi, la réunion du jeudi, mais ma zone plaisir et ma zone d'épanouissement. Voilà. Voilà. Et donc finalement à la fin de la semaine, des fois je me disais j'ai répondu à au moins 1000, 2000 mails, j'ai vu plein de monde, mais la valeur ajoutée que j'ai fait et puis moi ce que j'en ai ressorti, puisque avec le profil mental que j'ai finalement j'ai pas eu de grande zone d'amusement et donc je me suis dit voilà, il est temps de changer. Donc il y a vers 35 ans je me suis dit je vais mettre en concordance un peu mes aspirations et ce que je vais faire de ma vie professionnelle et personnelle. Et donc c'est là que vous vous lancez dans NeoEco. Voilà, et c'est là où donc je crée NeoEco pour dire, alors au début c'était NeoEco, c'était très typé process puisque je venais un peu de l'industrie et du process et des procédés, et donc de dire comment on va pouvoir améliorer les procédés de tri. Donc ma fameuse plutôt que de transporter du plastique, je vais le recycler, et c'était de dire on doit pouvoir, puisque c'était plutôt de la haute technologie sur l'embouteillage, appliquer ça au tri des déchets. Donc on a eu très vite un peu de succès, mais finalement je me suis dit ok, on me demande de trier des déchets, mais finalement il n'y a personne qui sait ce qu'il y a dedans vraiment. Donc je suis retourné à l'école, et là j'ai enfin compris l'utilité. non, avant j'en avais ressorti quelques aspects positifs, mais en fait, différemment avec un projet. Et là avec un projet et donc on redécouvre aussi le visage de ces professeurs de l'époque avec en se disant waouh, ils sont bien plus passionnants des fois que le cours qu'ils me donnaient à l'époque, parce que on est en train de parler dans une zone passion tous les deux. Et on s'est aperçu qu'on pouvait beaucoup mieux caractériser et mettre en place une stratégie de tri qui était beaucoup plus adéquate. D'accord. Et puis finalement on sortit des procédés, donc on avait mieux trié. Le plastique il partait toujours quand même en balles en Chine, et ça m'avait un peu
froisser, parce que c'est pas tellement que j'en veux aux Chinois, c'est pas ça, c'est de dire, finalement, je reprends une matière, je vais la renvoyer à l'autre bout du monde, elle va nous revenir, et est-ce qu'on pourrait pas en faire quelque chose plus local. Et donc, c'est les premières idées des coproduits qui sont arrivées là. Et donc, on a développé, alors c'était plus des démonstrateurs, de dire, regardez, on sait faire des super process, et à la fin des process, ça peut même créer des éco-produits. Ça, c'était plutôt mon côté inventif qui parlait. Et donc, on a présenté ça à un salon qui est le salon Polytech, un peu le salon de référence sur l'environnement en France. Et on a eu un succès. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de donner les marques qui nous ont... Après, j'ai vu un article dans Le Monde où vous bon, citiez, alors du coup, c'est bon. je vais me permettre, parce que je ne voudrais pas faire que de la pub, mais c'est dire, en fait, Castorama était venu nous voir un peu... globalement en disant tiens, vous savez faire des éco-produits, nous ça nous intéresse parce que le monde change, donc on voudrait pouvoir proposer ça à nos consommateurs. C'est aussi un bon soutien aussi pour nos rapports RSE, et donc nos actionnaires qui nous soutiennent sont aussi sensibles, de plus en plus sensibles à l'environnement. Donc vous verrez qu'une boucle d'économie circulaire, ça peut partir de n'importe où, et l'important c'est qu'elle se fasse, c'est qu'elle soit économique et circulaire. Et donc on a développé nos premiers éco-produits comme ça pour ce distributeur, et il a fallu qu'on apprenne à normer ces éco-produits, de regarder quel était le statut finalement alors moi je préfère appeler ça matière usagée que déchets, parce que pour moi c'est encore un potentiel, et que ces matières usagées avaient quel statut légal elles avaient, quels tests normatifs du produit classique, mais aussi quels tests environnementaux on devait passer. Donc, parce qu'on doit prouver l'innocuité environnementale de ce qu'on crée. Et donc, on a développé ces premiers éco-produits, puis on a développé tous des outils chez NeoEco qui nous permettent aujourd'hui de vérifier l'écotoxicologie des produits, donc avec des outils qui sont un peu innovants là-dessus, parce que nous, on ne veut pas créer une bombe écologique pour plus tard. Donc, quand on crée un éco-produit, on vérifie qu'il ne relarguera pas et qu'il sera de nouveau aussi recyclable, presque à l'infini. Voilà, donc ça, c'est le début. En fait, on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui une boucle d'économie circulaire, mais nous, c'était que de la logique. Une matière usagée n'est pas une fatalité. On doit pouvoir lui trouver une prochaine vie, et puis utiliser l'éco-conception de telle manière aussi que ça réponde aussi à un marché en face, parce que ça sert à rien de créer un beau démonstrateur s'il n'y a pas de clients. Donc là aussi, c'est de s'assurer qu'il y ait des clients. Voilà. Et donc on a progressivement développé cette activité, et puis progressivement aussi on a arrêté la partie process, parce qu'il y avait des gens qui savaient de mieux en mieux faire ça. Par contre, des gens qui savent créer les conditions favorables à échelle territoriale d'une boucle d'économie circulaire, il n'y a pas beaucoup, parce que tout le monde disait oui, on en parle un peu, mais que faire? Et donc nous, c'est de relier tous les acteurs à échelle territoriale, de dire donc quand on travaille par exemple pour la métropole européenne de Lille, c'est de prendre les sédiments de dragage des canaux, ou le dragage des fossés aussi, et puis d'essayer de les retravailler, de redévelopper des formulations, donc très scientifiques, de vérifier que ces formulations vont bien, et ensuite de pouvoir le remettre dans le cahier des charges de construction des routes, des services assainissement. Et donc ça, c'est assez fantastique. C'est dans le cadre d'une démarche même plus régionale qui s'appelle la démarche d'immatériaux, qui est assez fantastique, qui cherche toutes des voies de valorisation sur les sédiments. Et aujourd'hui, on arrive donc dans le cahier des charges des travaux du quotidien de la métropole européenne de Lille et dans d'autres collectivités, d'avoir ces matériaux de substitution. Et puis, ça y est, alors au début, les industriels sont très sceptiques, évidemment, en disant, bon, on n'a jamais fait comme ça. Voilà, ça c'est un peu notre métier, c'est en permanence de dire on doit lever des objections, c'est pas possible, on l'a jamais fait, vous êtes un peu des écolos, machin, un truc, etc. On est des gens hyper pragmatiques, hyper à la fois on s'appuie sur la science, et puis on va, c'est quelles normes devons-nous suivre, ok, on va le suivre, et on va regarder aussi avec les industriels s'il faut modifier leurs procédés industriels, et on va accompagner tout le monde là-dedans. S'il faut aider à écrire le cahier des charges aussi, s'il faut aider à faire évoluer, que ce soit une mentalité ou une technologie. On est là dans toutes les étapes. Voilà, donc le métier de NeoEco, c'est passionnant parce que chaque histoire est belle.
c'est que des histoires humaines finalement. Parce que quand je parle de la métropole européenne de Lille, c'est d'abord, entre guillemets, j'appelle ça le sponsor interne. Il y a une personne, je peux le citer, Nicolas Prudhomme, qui s'occupe justement dans le service assainissement, en disant moi, c'est pas mal d'utiliser des matières premières secondaires qui coûtent aujourd'hui à la métropole, donc il faut donner de l'argent pour s'en débarrasser. Finalement, cette matière-là, si je la retravaille intelligemment, ça peut devenir ma matière première secondaire pour mes travaux. Donc ça va faire gagner des sous à la métropole, au territoire, et en plus c'est une valeur qu'on laisse sur les territoires, puisque au lieu d'aller l'enfouir quelque part, on est en train de prendre cette valeur et de la laisser sur les territoires. Et forcément, indirectement, ça crée des emplois. Donc en fait, finalement, l'économie circulaire, c'est hyper vertueux si c'est mené. On n'est pas en train de faire du greenwashing, on est en train de dire, finalement, au lieu d'aller mettre en décharge quelque chose, on va garder la valeur sur le territoire, et cette valeur, on va essayer plutôt d'en créer des nouveaux produits, donc des nouveaux emplois. Et ça, je trouve ça assez génial, parce que dans un monde global, qu'il faut absolument pas nier, qui est aussi fantastique, ces échanges mondiaux. Le local a beaucoup d'importance. On appelle ça souvent le glocal maintenant. Oui. et ça, nous, et donc chaque histoire est très belle. Et aujourd'hui, NeoEco, on essaye de porter ce discours un peu partout. Donc on a un déploiement au début qui était essentiellement régional, puisque il faut connaître l'histoire de son territoire, il faut connaître les industriels du territoire pour pouvoir écrire ces belles histoires. Et puis on a progressivement étendu. Alors, on a ouvert Lyon l'année dernière. Donc on commence à avoir pas mal de succès dans la métropole de Lyon. Et puis on est arrivé aussi sur Paris. Alors Paris, on accompagne des acteurs qui sont relativement connus aujourd'hui, comme la Société du Grand Paris. Donc c'est le plus grand chantier d'Europe. Donc c'est le nouveau métro autour de Paris, qui va délimiter finalement le nouveau Paris. Donc c'est comment trouver des solutions de valorisation pour les 44 millions de tonnes de déblais qui vont être extraits des tunneliers. Et c'est passionnant, parce que là, c'est de créer des boucles d'économie circulaire à très très grande échelle. Mais sur Paris, on accompagne aussi les territoires complètement, comme Est Ensemble, Plaine Commune, qui sont les territoires liés entre, on va dire, Bondy, Bobigny, Saint-Denis, qui sont des territoires qui vont bouger énormément. Là aussi, comment créer de la synergie entre le métro, le territoire, et puis on accompagne aussi la Solidéo, donc la Société des Jeux Olympiques, dans tout le volet environnemental. Et là aussi, il y a toujours une cohérence territoriale. Donc tous les grands acteurs aujourd'hui nationaux basculent sur l'économie circulaire et s'aperçoivent que finalement c'est génial, parce que on travaille aussi bien avec des associations donc pour le réemploi, le réusage, parce que c'est quand même la première possibilité, plutôt que à chaque fois de recycler. Avant de recycler, il faut regarder si on peut pas réutiliser. Et ensuite de mettre en place des emplois pour mieux trier, des emplois pour refabriquer des produits, et ensuite modifier des cahiers des charges pour reconstruire avec ces produits locaux. Eh bien, on est en train de gagner du CO2, on est en train d'éviter d'aller puiser dans les ressources naturelles. On est en train de parler de local, de durable, et finalement, c'est assez vertueux, parce qu'une fois que, je vais dire comme ça, nos partenaires, parce que c'est plutôt que des clients, c'est presque des partenaires, après, on co-construit ensemble une première boucle. Donc c'est toujours, là, il faut beaucoup d'énergie. Voilà, là, il faut avoir faut convaincre, tout ça. Voilà. Exactement, c'est là où il faut lever les objections, c'est là où, parce que c'est un peu nouveau, tout le monde dit oui, c'est super, mais pas chez moi, voilà, pas moi premier, etc. Oui. Et puis, ces leaders, ces pionniers, une fois qu'on en a fait une première, ça fait naître des bonnes pratiques. Tout le monde dit, donc c'était plus économique, on a vraiment gagné des sous, oui. On a vraiment sauvegardé des déchets, oui. Et on a vraiment fait un peu plus d'emploi local, oui. On n'en ferait pas 2, 3, 4, et puis ça, ils sont en train de s'accélérer. Alors il y a un vrai point d'inflexion. Alors on est aidé en soi par la loi de transition énergétique, qui commence à mettre l'accent, et donc le paquet de lois sur l'économie circulaire qui met un peu l'accent de plus en plus en disant cette loi est incitative. Alors moi j'aime bien, c'est un peu bouddhiste sur les bords, c'est-à-dire que si vous triez et si vous valorisez, eh bien, vous payez moins, et si vous jetez, vous allez payer plus. Moi, je trouve que c'est incitatif, c'est pas coercitif.
c'est dire, on incite les gens et je trouve que c'est souvent beaucoup plus motivant. Si c'est interdit, on a envie de franchir la barrière. Si on dit, tu sais que tu peux changer tes bonnes pratiques et passer à quelque chose de plus durable, ça peut même te faire gagner de l'argent. Et voilà, donc j'aime bien la voie qu'on prend. Et puis aussi, on est porté par la nouvelle génération Z qui est en train de nous à la fois on pourrait dire bousculé, mais qui est génétiquement modifié pour aussi toutes ces nouvelles formes d'économie, économie circulaire, économie de la fonctionnalité, parce que là aussi, vivre dans la frugalité, c'est pas gênant. Le monde est beaucoup évolué. Et je vois nos jeunes ingés qui sont chez nous, on a complètement revu nos principes finalement de management, peut-être plus classiques qu'on pouvait connaître dans une entreprise, pour faire évoluer aussi, parce que l'économie circulaire et le monde est en train de changer. Et bien le monde aussi de l'entreprise et de son management est en train aussi de beaucoup évoluer. Oui, c'est sûr. De toute façon, on entend, que ce soit sur la partie recyclage, réemploi des déchets, je pense que la population, les Français, et même de façon globale, on peut dire au niveau européen, il y a une vraie demande de la part des populations de moins polluer, en tout cas, et de réutiliser. Et aussi sur les pratiques de management, c'est sûr qu'on attend désormais autre chose que la réunion du lundi, du mardi, comme vous disiez, et d'être aussi plus responsabilisé finalement en tant que collaborateur, et respecter aussi dans à la fois ses compétences, ses centres d'intérêt, tout en allant des fois dépasser sa zone de confort. Et pour vous illustrer un peu cette partie-là, si on se souvient bien de ma première, ou ma deuxième ou troisième, peu importe, révolte qui était de dire ces réunions du lundi, mardi, etc. ne m'amusent pas et ne m'amuseront pas non plus à l'avenir. Donc Neoeka a décidé de jouer le rôle d'un peu d'incubateur. Donc à chaque fois qu'on a eu un besoin ou une idée, on essaye d'accueillir soit un de nos collaborateurs, soit un porteur de projet chez nous et de l'incuber, de le développer, donc de mettre nos réseaux, nos moyens informatiques, notre argent à disposition pour qu'ils puissent émerger et faire émerger une idée, une entreprise. Et puis dès qu'elle est assez grande, elle s'affranchit de Néo, et puis après elle s'affranchira même au niveau du capital, et ça nous va très bien, et comme ça nous libérera de l'argent pour aller réinvestir ailleurs. Et voilà. Et donc il y a comme ça 12 spin-off ou start-up autour de Néo qui sont nés en 12 ans. Donc c'est une petite par an, et on est super fiers des dernières qui sont ici on entend souvent parler du composite à partir des moules de la braderie de Lille. Et bien Espérance Fonzi qui est un créateur assez formidable, on a eu la joie de l'accueillir chez nous, et puis le petit dernier elle s'appelle Valam, cette entreprise. Elle est portée par Pierre-Emmanuel Lepers, et elle travaille sur la transformation de l'amiante en matière première secondaire, parce que nous et elle a eu un prix, je crois. Il vient juste d'être primé au salon de l'amiante dernièrement par les professionnels, en disant que c'était la meilleure chose techno qu'ils avaient vue depuis très longtemps. Et donc il est en train de pouvoir développer son proto, et on va changer le marché, parce que en fait ça répondait aussi un besoin. Neoeco, on travaille beaucoup sur la déconstruction, reconstruction des bâtiments. Donc comment mieux déconstruire. Donc au lieu de tout casser en 3 jours, c'est dire non, il y a sûrement des choses qu'on peut démonter, réemployer, réutiliser ou réparer ou détourner. Donc quand je vois des gens comme Fibrenco sur Roubaix qui font des choses assez fantastiques sur le fait de dire un meuble est pas, là aussi un meuble, ça peut redevenir des planches qui peuvent redevenir du mobilier, et qui peut être design et produit localement en réinsérant, je crois qu'ils en sont à 17 ou 18 personnes, et donc tous ces compagnons qui vont avoir des formations diplômantes, donc ça c'est génial. Ça fait naître plein de bonnes pratiques, et ensuite on déconstruit matériau par matériau, et chaque matériau on essaye de l'amener le plus loin possible. Là donc aujourd'hui on est dans les locaux, ça se voit pas, mais de Neoeco, mais ici le bâtiment il a été construit selon les principes d'économie circulaire, donc c'est du béton recyclé. Enfin notre bâtiment, il faut forcément qu'il soit démonstrateur de notre savoir-faire, et donc il y a presque 4 ans
ans, on a fait ce bâtiment en béton recyclé, donc d'amener le plus loin possible chaque matière vers sa bonne destination. Donc et donc tout ça fait naître des fois des idées de création, soit des coproduits ou de services, et c'est un peu tous les spin-offs autour de Néo qui naissent. Comme ça, le Néo Eco reste uniquement concentré sur la vie et la création d'une boucle d'économie circulaire. Donc c'est 25 ingénieurs qui sont que dans leur zone de plaisir. Alors on va loin dans la zone de plaisir parce que du coup on peut libérer le management autour de ça, puisque tout le monde est dans son métier passion. Donc on n'a pas besoin de ces réunions de coordination. On ne fait des réunions que des réunions qui peuvent porter sur la technique ou sur l'échange de savoir-faire, puisque chacun est une ressource. Ici c'est la performance collective qui est mise en avant. Donc il n'y a pas de pointage chez Néo Eco, parce qu'on veut, si on doit passer du temps un moment avec une asso, etc., il est hors de question qu'on privilégie une productivité qui serait finalement négative, puisqu'on ne va pas avoir l'essence même du projet. Donc on passe le temps qu'il faut pour créer la boucle. Alors ça ne nous empêche pas d'avoir des objectifs financiers, puisqu'on doit générer du profit, sinon on ne pourrait pas s'amuser encore, on ne pourrait pas créer des spin-offs autour de nous, mais n'empêche que on a aussi, on laisse le temps à chacun de pouvoir s'imprégner, parce que chaque bouille d'économie circulaire, c'est des histoires humaines, et il faut le temps qu'on s'en imprègne. Donc on a décidé de ne pas faire de pointage chez nous. On entend quoi aussi chez nous par management libéré? C'est pas moi qui recrute, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui recrute, parce que elle est bien plus exigeante que moi d'ailleurs, parce que moi j'aurais été juste content de trouver quelqu'un, mais eux ils disent non, c'est quelqu'un qui doit avoir le même, qui doit être porteur de sens comme nous, qui doit avoir les mêmes valeurs, et qui doit absolument ne pas être individualiste par rapport à l'équipe, et qui va devoir défendre aussi, lever ses objections tous les jours. Donc donc on veut des collègues globalement, donc ça fait comme une petite famille, et avec beaucoup de bienveillance aussi. Ici c'est le bien-être aussi, donc tout ce qu'on peut avoir en produits frais et autres, on va essayer d'apporter ça à l'équipe aussi. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Finalement les trois aujourd'hui actionnaires de Néo Eco, donc que ce soit Benjamin ou Amine, Amine qui est rentré comme stagiaire chez nous, donc qui est aujourd'hui un des associés, puisqu'on la valeur qu'il apporte, elle était hyper importante, donc c'est normal qu'il nous rejoigne comme associé, puis on essaiera d'étendre le modèle à nos autres collaborateurs, et c'est de vivre ça. Nous on n'a pas de bureau. Voilà. Alors, il y a plusieurs raisons, parce que ça donne, on n'a pas souvent besoin, parce qu'on est souvent en déplacement, parce qu'il fallait voir les histoires, on les écrit localement, et puis deux, on veut que nos équipes soient avec le maximum de place. Et on va agrandir nos bureaux, mais on n'aura toujours pas vraiment de bureau, parce que donc on est dans l'inverse d'avant, où plus on avait de fenêtres, plus on était important dans une entreprise. Et ici, en fait, ça va bientôt être l'inverse. Moins on a de fenêtres chez Néo Eco, ou moins on a de bureaux, plus on doit être important. Voilà. Et l'organigramme, c'est pareil. On n'a pas voulu créer des chefs de service, etc. On travaille vraiment plus par duo, par thème de métier. Enfin, on a essayé vraiment de varier ça. Oui. Ouais. Et puis là aussi, alors, je pense qu'on peut peut-être pas le faire partout, mais on a donné beaucoup de confiance aussi, et finalement ça crée une forme de pression, et les collaborateurs qui sont chez nous ont alors ils viennent chez nous par sens, par conviction, et puis ils sont porteurs de valeurs, et finalement on est plutôt le fait de pas faire de pointage, on est plutôt nous en train de mettre les gens dehors. Donc la confiance qu'ils reçoivent aussi, on a décidé de pas vérifier non plus les normes de frais. Alors waouh, ça décoiffe un peu, oui et non, parce que finalement je prends souvent l'exemple de Céline, de nos brillantes ingénieurs, qui je vais la chercher l'autre jour à Chambéry, elle me donne l'adresse, j'arrive dans la rue, je fais il n'y a pas d'hôtel, je l'appelle. Elle descend d'un immeuble, elle dit Christophe, Airbnb, je le fais pour moi, l'entreprise c'est pareil. Et là, quand on libère ça, et des fois quand j'en parle, et je vois des grandes entreprises, non, Airbnb, on n'a pas le droit, parce que c'est pas dans la grille. C'est juste plus cher, mais c'est pas grave. Donc voilà. Et donc l'aspect confiance aussi, il est important. Et ça, et on démultiplie nos forces. Et c'est une belle aventure, parce que finalement, chacun se sent investi de la mission qu'on a. Nous, on veut un monde sans déchets.
valorisable, Ouais. évidemment. Le déchet ultime, sans déchet Oui, ultime. sans déchet ultime. Ouais. Et, voilà, et si on se creuse un peu la tête, on arrive souvent à trouver des solutions d'ailleurs beaucoup plus économiques que les classiques. Donc voilà, le mode de management finalement chez Neo aussi, il est adapté. Il est adapté à la génération Z qui arrive. Et, et les profils qu'on recrute, c'est marrant, ils viennent chez nous en disant bah, voilà, moi je travaille souvent pour un grand groupe. Mais ça n'avait pas de sens parce qu'on me demande de déplacer l'objet de A à B sans vraiment m'expliquer pourquoi je le fais. Et donc, je veux venir chez S'il n'y vous. a pas une alternative Ouais. ou autre chose à faire. Ouais. Et c'est pas une question d'argent, c'est une question de sens. Voilà. Évidemment, le but étant pas d'être différent du marché au niveau du salaire, mais c'est d'abord, ce que j'adore, c'est quand ils viennent chez nous, c'est d'abord une vraie conviction. Donc, on est en train de parler avec les tripes et ça, c'est extraordinaire. Ouais, moi, c'est ce que j'avais noté, en fait, même sur vous, votre parcours, que finalement, vous avez été dans une quête de sens et que ce que vous faites au quotidien avec votre entreprise, ça soit porteur de sens, que ça ait un impact, que ça soit environnemental ou économique, et que ça fasse réfléchir, finalement, les acteurs économiques, que ça soit aussi bien on peut dire des institutionnels comme des agglomérations, des métropoles, mais aussi des entreprises, parce que sur votre site internet, vous mettez des clients, on retrouve des grands groupes de la distribution, de la construction. Donc c'est qu'il y a aussi un réel intérêt économique. Sinon, ils n'iraient pas. C'est exactement ça. Ouais. Ils sont, en fait, on est un peu les petits zodiacs, eux, c'est des paquebots. Et nous, on va leur explorer des voies un peu différentes. Et puis, on leur montre que finalement, on est aussi beaucoup plus souple et malléable. Et donc, ce côté, même si au bout de 12 ans, on pourrait plus tout à fait être considéré comme une start-up, on a toujours ce mode de fonctionnement aussi très ouvert, très porté sur l'innovation. Donc, on va les aider aussi à choisir leurs bons angles d'attaque. Et donc, l'économie circulaire, elle n'est pas contre quelque chose. Pour moi, c'est vraiment de dire, on est souvent dans une économie, on passe d'une économie linéaire, donc où on allait extraire une matière naturelle, on l'a transformée, on la vendait, on l'utilisait, on l'a jetée. Ça, c'est l'économie linéaire que nos parents, grands-parents, depuis les Trente Glorieuses, on a mis en avant. Et on passe à une économie circulaire. Alors, l'économie circulaire, déjà, on la commence n'importe où, puisque c'est circulaire. Donc, donc au lieu d'extraire, on essaye de prendre une matière première, secondaire. Donc, elle peut être plutôt transformée locale, parce qu'on ne va pas la renvoyer dans les grandes zones de production mondiale aujourd'hui. Et finalement, le produit, autant l'éco-concevoir. Donc, on est plutôt proche de l'économie de la fonctionnalité. Est-ce que l'usage, à la fin de l'usage, on achète, si on a besoin de faire un trou aujourd'hui, on va plutôt regarder dans des nouvelles applis comment notre voisin peut nous prêter une perceuse ou comment on peut la louer. On est sur une économie de la fonctionnalité, sur l'usage et non plus sur la possession. La possession, voilà. Et donc ça évolue aussi. Donc c'est un peu différent. Et puis en fin de vie, comment on peut lui retrouver une seconde vie. Et ça fait naître à chaque fois de bonnes vertus. Donc et l'engagement, c'est ça, c'est de dire comment on peut accompagner un territoire sur sa mutation. Donc c'est vrai que Neo, on est parti finalement de l'éco-produit, puis on est remonté aujourd'hui au niveau territorial et notre croissance en ce moment, elle est là parce qu'on se dit, tiens, là, on peut encore changer des choses, on peut encore changer des mentalités, et ça, c'est top. Et puis, forcément, je rencontre beaucoup d'autres entrepreneurs, et donc, j'ai mon engagement aussi auprès du réseau Entrepreneur. Oui, j'allais y venir aussi. Voilà. Et faites la transition tout seul, c'est magnifique. Je vais quand même vous laisser poser des questions au bout d'un moment. Moi, j'oriente et après, on discute. J'essaie de vous écouter surtout, qui est intéressant. Voilà. Et en fait, j'ai été lauréat du réseau Entreprendre Nord en 2009, un peu quelques années après la création. D'accord. Et au début, moi j'y allais en disant, le réseau accompagne l'humain et donc c'est un réseau d'entrepreneurs qui accompagne gratuitement des nouveaux entrepreneurs. Et au début, il y avait des entrepreneurs qui me recevaient dans leur bureau et qui me donnaient des conseils. Et je disais, mais c'est quoi leur intérêt ? Lui, il a une entreprise, elle tourne, et moi je suis jeune créateur.
Et il passe du temps avec moi pour m'expliquer des choses, mais quel est son intérêt? En fait, il n'y en a pas, mais à part de dire réciprocité. me faire grandir. Une forme de réciprocité. C'est aussi, exactement ça. Et c'était donc ces valeurs-là, je les ai trouvées assez extraordinaires parce que moi, le réseau m'a fait grandir en tant que com et en tant qu'entrepreneur. Et finalement, toutes les bonnes pratiques aujourd'hui qu'on peut avoir chez NeoEco, je veux le dire, je les ai quasiment toutes vues. Voilà, les copains d'Inat Conseil qui étaient dans ma promo parlaient il y a plus de 10 ans de bien-être en entreprise. Au début, je voyais, je disais, mais de quoi ils parlent? Ils font de l'informatique, ils me parlent de bien-être en entreprise. Et en fait, ils avaient tout compris depuis très longtemps que leurs collaborateurs, s'ils étaient bien, ils resteraient et ils pourraient développer. Et quand on voit leur succès aujourd'hui, et toujours avec ce même état d'esprit aujourd'hui qu'ils ont, je trouve ça assez extraordinaire. Voilà. Donc c'est plein de bonnes pratiques comme ça, de chaleur, de conseils. En fait, le réseau est tout le temps là parce qu'on peut être soi-même aussi. Parce que quand on est créateur ou repreneur d'entreprise, on peut pas vraiment en parler au début si on a une difficulté quelconque à ses collaborateurs, à sa banque, encore moins, voire à sa famille, puisqu'on doit... Si, un petit peu voilà. de compartimenter. Voilà. Et donc, là, c'est un endroit où le bien-être du dirigeant, c'est important. Voilà, c'est dire... de quoi avez-vous besoin? Alors ça, avec beaucoup de bienveillance pour que vous épanouir. Ça n'empêche pas l'exigence. Hein. Et donc le réseau aujourd'hui, finalement, j'ai pris la présidence du réseau il y a un petit 2 ans parce qu'on a aujourd'hui 3 cibles pour nous, donc les créateurs ou les repreneurs, donc via un programme qui s'appelle Start. Et c'est dire, vous êtes créateur, vous êtes repreneur, venez au réseau. Il y a des entrepreneurs qui vont vous aider à grandir, qui vont vous donner plein de conseils. Tout ça est gratuit. On vous prêtera aussi même de l'argent en prêt d'honneur. Et être accompagné par le réseau, finalement, vous verrez, vous allez gagner beaucoup d'années parce que vous allez pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs. Vous allez gagner en expérience. Et puis, on a un taux de réussite à 5 ans qui est de 92,5%. C'est énorme. Oui, donc ça veut dire que alors on est peut-être un peu exigeant, mais sur certaines choses, mais ça leur apporte aussi beaucoup. Donc ça nous permet aussi de créer des emplois. Et puis ensuite, on s'est dit il faudrait complémenter tout ça parce que c'est bien beau d'avoir créé ou repris. Donc on a sauvegardé des emplois ou on en a créé. Comment on pourrait encore accélérer ça? Donc il faut toutes les successions des gens du réseau. On a mis en place le programme Boost. Et Boost, c'est dire finalement vous êtes une PME, comment vous passez à une ETI? Donc comment vous allez pouvoir rayonner à l'international, comment vous allez pouvoir rayonner un peu partout, comment vous allez pouvoir développer. Donc vous allez passer du patron star que vous étiez, parce que vous êtes le king de votre métier, à c'est l'organisation, c'est une gouvernance, c'est quelque chose qui va un peu plus vous échapper, mais qui va être bien plus ambitieux et bien plus ambitieux aussi en termes de création d'emplois. Et donc ça, c'est le programme Boost. Et depuis qu'on l'a mis en place, on est en train de récolter un peu les dividendes et on est en train d'accélérer. Et on a de très très belles pépites dans le Nord et dans les Hauts-de-France qui demandent qu'à émerger. Voilà. Et puis, forcément, depuis, je pense que vous avez vu que j'ai un petit engagement environnemental fort et sociétal aussi. Bon Pour ceux qui n'auraient pas suivi les 40 premières minutes du discours, c'est de dire, on a lancé cette année le programme des entrepreneurs impact positif. Alors ça veut dire quoi? C'est tous ces nouveaux entrepreneurs de ces nouvelles formes d'économie circulaire, économie de fonctionnalité, économie sociale et solidaire. C'est comment on peut les aider dans leur parcours aussi de créateurs. C'est soit des créateurs, soit des repreneurs, mais c'est pas parce qu'on veut juste créer beaucoup d'emplois dans le social que on doit perdre les fondamentaux d'une entreprise. Elle doit générer du cash parce que si elle génère pas du cash, elle peut pas survivre. Si elle est pas innovante, elle restera pas longtemps sur le marché, etc. Et donc c'est de donner aussi ces inputs là. Et donc l'accompagnement est un peu différent. Et comme nous on est ici un mini incubateur, on voit aussi que l'accompagnement il est un peu différent puisque il faut partir de l'engagement de cet entrepreneur en le respectant, mais aussi en lui donnant aussi les fondamentaux. Donc voilà, donc c'est un programme que j'adore personnellement et on aura les premiers lauréats qui seront présentés là au mois de janvier, notre soirée des lauréats annuelle
où on pourra mettre en avant nos lauréats, les classiques, hein, les, les repreneurs, les créateurs qui sont géniaux, et nos développeurs, nos programmes Boost qui vont apporter aussi beaucoup d'expérience à d'autres entrepreneurs, et puis ces entrepreneurs porteurs de sens qui sont en train de se diffuser, parce que finalement on voit bien que le sens il est dans n'importe quelle entreprise. On parle de RSE, on parle de et on voit aussi que les habitudes des consommateurs évoluent. Et donc ça venir en plus de dire qu'on voit qu'on est en demande aussi de sens dans son acte d'achat de façon générale. On a changé beaucoup de nos habitudes de consommation. On est un peu plus à la fois dans une forme de frugalité ou de consommer autrement. On revient à des valeurs beaucoup plus locales. On s'attache au parcours du produit, parfois au bio, parfois voilà. Et ces habitudes-là, c'est comment faire muter un milieu économique. Et moi, je veux surtout pas à chaque fois opposer grandes entreprises, petites entreprises, etc. Non, on était avec l'économie linéaire, on était très siloté. On voit bien qu'à chaque fois, il y avait, on passait d'un état à un autre, et puis on oubliait totalement l'étape d'avant, l'étape d'après. Exactement. Et là, c'est de recréer du lien. Donc finalement, c'est absolument pas gênant que nos distributeurs demain soient aussi finalement donnent l'impulsion au niveau local. Il y a plein et on est déjà en train de préparer quelques éco-produits pour des distributeurs finalement qui disent oui, c'est vrai que d'utiliser des matières du territoire, d'utiliser de la production locale, ça a complètement du sens. Et puis ça va faire venir aussi des gens dans mon magasin qui vont aussi avoir et comme les emplois que j'aurais recréés vont aussi recréer de la valeur. En fait, on est en train de recréer peut-être du monde dans les magasins. Alors les magasins aussi ils évoluent. On a aussi des missions avec comment faire rentrer le réemploi, le réusage dans les magasins. Donc c'est aussi parce que dans ce monde global avec où on peut commander et être livré en 2 heures avec des produits qui viennent un peu partout dans le monde, il y a aussi de dire finalement l'ancrage local il peut être hyper important. Donc c'est on est en pleine mutation. Alors c'est comme toujours, il y a des peurs autour de ça, et puis il y a plein d'opportunités. Et aujourd'hui, je vois dans le monde où on évolue, tous les jours, on est sollicité, et je trouve ça absolument fantastique comment moi je suis un incurable optimiste, donc forcément alors ça m'empêche pas pas le réalisme, d'être réaliste, mais je me dis que voilà, mettre mon énergie à créer des emplois à échelle territoriale, à dispenser des bonnes pratiques, on évitera aussi des montées de type nationalisme, de type de se refermer sur soi, de stigmatiser une population, etc. Moi, je pense que c'est une nouvelle forme aussi de raisonnement, d'économie. On est sur une plus grande égalité aussi des sexes. Ici, chez Néo, vous avez aujourd'hui plutôt 70% de filles et 30% de garçons. Et on est évidemment sur des salaires égaux, sur une échelle salariale qui est beaucoup plus resserrée qu'on pourrait l'imaginer. Parce que voilà, le monde change, et cette ouverture-là, il faut, si on arrive à la diffuser, diffuser le savoir, la formation, voilà. Donc on a une mission, en tout cas moi ce que je trouve passionnant, c'est ça, c'est à échelle sociétale comment on peut faire grandir son territoire, et puis lui donner tout ce qu'on a rendu, parce qu'on a une chance immense. Voilà, je vois plutôt comme ça, moi. Oui, non, c'est sûr. Puis c'est vrai qu'on est sur un territoire qui a aussi toute une histoire à la fois industrielle, pas que dans le textile, mais il y a quand même beaucoup d'industries dans la région. Et donc, je veux dire, recycler, réemployer, ça nous parle. Enfin, je veux dire, moi j'avais rencontré Majdouline Zbaï dans un des épisodes de La Boussole, et notamment sur l'industrie textile. On voit qu'en ce moment, il se passe énormément de choses sur le seconde main, sur les matières recyclées, le coton recyclé. Enfin voilà, il y a quand même des changements de mentalité auxquels les consommateurs sont prêts.
Et après, il faut que le reste suive, en fait, finalement. Ouais, et puis on a finalement, enfin, notre passé industriel, qu'il soit textile, mine ou autre, hein, puisqu'on on a eu des grandes périodes industrielles, mais aussi les périodes post-industrielles qui ont été beaucoup moins sympathiques, nous ont donné aussi pas d'a priori sur le fait de dire, finalement, une matière alternative, quel est un réusage, donc une matière recyclée, c'est pas plus gênant que ça. Donc c'est une ouverture aussi d'esprit. Dans les boucles d'économie circulaire, c'est pas, Néo-Éco, on n'a pas de prétention d'être leader parce que finalement on est sur un marché naissant, donc mais on va dire qu'on est dans un océan bleu où il n'y a pas beaucoup de monde qui s'est intéressé comme nous à cette problématique-là, et surtout avec l'expérience. Mais si on est né dans le Nord, c'est pas par hasard, c'est que cette ouverture d'esprit sur le recyclage a été déjà présente. Et on voit qu'aujourd'hui on a un déploiement national, et pour être maintenant dans d'autres villes en France, on peut être super fier d'être dans le Nord, parce qu'on est dans une région, département, enfin notre territoire finalement, je vais l'appeler comme ça, notre territoire, il est pionnier dans beaucoup d'endroits. Il est en train de rayonner ce qu'on a fait sur les sédiments de dragage, donc avec les voies navigables de France ou avec le grand port maritime de Dunkerque et d'autres acteurs. Aujourd'hui, on est en train de faire naître 18 possibilités de valorisation et 8 filières industrielles. Et ça n'existe pas du tout. Et ce savoir-faire, il est en train de s'exporter. Là, on a pris Rouen, Arcachon, on est sur la Compagnie nationale du Rhône. Donc, on est en train de rayonner. Et ça, c'est finalement c'était pas les challenges qu'on a dû relever. Certains auraient pu appeler ça un handicap, mais moi j'appelle ça un challenge. Nous ont rendu plus forts. Et on est en train de pouvoir finalement exporter hors région ce savoir-faire, et il y a plein d'autres acteurs qui sont là et qui sont en train d'acquérir, et on est en train de et que ce soit sur l'innovation sociale, il y a des territoires qui ont basculé zéro déchet comme Roubaix, il y a plein de bonnes initiatives, et ça on pourrait multiplier à l'infini, et c'est ce bouillonnement là, on le retrouve en train de s'exporter, ce qu'est en train de faire le JE Lameta, donc qui est le regroupement entre Vilogia et LMH, donc qui sont les deux plus grands bailleurs sociaux de la métropole européenne de Lille, sur le plan de renouvellement urbain, donc les environ 4000 logements qui vont être déconstruits pour reconstruire dans les quartiers, on va dire les zones qui étaient un peu plus délicates, en tout cas de gestion des logements sociaux, pour refaire quelque chose d'un peu de différent, et de profiter justement ils sont en train de mettre de l'innovation sociale sur comment mieux déconstruire, comment mieux reconstruire, comment associer aussi les parties prenantes, que ce soit les territoires, les industriels, les villes, pour recréer une dynamique à la fois d'emploi, de formation, d'innovation. Tout à l'heure on parlait d'Enici, qui est comment demain on peut retrouver des produits Enici dans la reconstruction des logements qui vont être là. Et donc c'est plein de bonnes pratiques, et ça, cette forme-là, on est en avance sur tous les territoires, et c'est là-dessus, il y a des visionnaires, à la Méta, Christophe Cousin, il a une vision, il la porte, il la défend, il est sponsor de ça, parce que il y a évidemment, c'est pas classique, mais finalement, au début, les industriels qui disent, oh là là, mais vous allez pas faire comme d'habitude, on va pas tout casser en 3 jours. Non. Et on va prendre le temps, et puis on va créer de la valeur sur le territoire. Waouh, ça décoiffe un peu. Et puis quand on voit le succès puisqu'on avait lancé un appel à manifestation d'intérêt autour de ça, on a eu des réponses assez extraordinaires, et ça c'est le Nord a réussi de se mobiliser, donc que ce soit des grandes entreprises, des chercheurs, des startups, des gens qui font de la formation comme l'AFPA, des associations qui vont réinsérer des personnes, etc. Et tout ça, on essaye de quand on parlait de décloisonner, de réunir tout ça, et d'organiser un peu la gouvernance de ça, de dire tout le monde redevient une ressource pour l'autre. Donc si c'est pas bien démonté, on pourra pas bien le réparer ou pas bien le revendre, et donc on perdra de la valeur, et donc on va devoir serrer les prix ailleurs, donc et donc de redonner que chacun soit finalement une ressource et acteur de l'autre, et on voit justement des grandes entreprises qui commencent à recollaborer,
Elles le faisaient déjà, mais là, ça devient dans le cadre classique de leur activité avec des associations. Donc voilà. Donc en fait, ce mélange-là, je trouve que c'est un peu notre avenir, parce que on n'est plus dans l'entreprise, on y rentre, on y reste toute sa vie. On est beaucoup plus en mode projet aujourd'hui, donc on réunit les compétences autour de nous pour tel projet, puis ensuite on chasse en meute. Moi, je vois aujourd'hui sur Paris, l'autre jour, on me disait mais on n'entend parler que de vous en économie circulaire. Et pourtant, on n'a même pas encore on va dire un ingénieur commercial sur Paris. Donc c'est uniquement nos partenaires qui parlent de nous. Oui. Et voilà. Et donc chacun apporte sa compétence. On essaye aussi voilà, on n'est plus non plus dans l'hégémonie de dire si mon voisin fait ça, je vais le faire, etc. Donc on est dans l'économie de la collaboration. Donc c'est un peu différent, mais parce que notre actionnariat, on l'a vu, il est purement entre guillemets familial. On a décidé de réinvestir notre argent dans du développement, dans de la R&D, dans du déploiement, dans comment on peut rendre un territoire les choses, comment on peut encore rendre notre bâtiment encore plus démonstrateur, comment on peut aller encore plus loin. Voilà, c'est ça qui nous anime. Moi, mon métier, je dis tout le temps, c'est pas de mourir avec un tas d'or, on s'en fout, mais en plus, mes enfants risqueraient de se disputer pour tout ça. Donc, mon métier, c'est de les ouvrir au monde, de leur donner les moyens de pouvoir se réaliser dans ce monde, mais en aucun cas de dire je vais amasser une fortune. Voilà. Et je pense que ça aussi, ça anime, et ça anime de plus en plus de monde. Et c'est ça qui est passionnant. Voilà. Alors, c'est sûr qu'il y a. C'est une tendance de société. On a aussi à côté de ça des extrêmes qui peuvent monter, ou soit par mécontentement, soit donc là aussi, plus on fera vivre nos territoires, moins on aura de risques. Je vais appeler ça d'obscurantisme. Et moi, ça me parle vraiment. Donc, le Nord est génial. Voilà. Et c'est pas une légende. Alors on a bienvenue chez Echi, tout ça, qui peut être parfois un peu caricatural, mais nous, nos ingés qui arrivent, ou en tout cas nos collaborateurs, puis les collaborateurs des spin-offs de Néo, il y en a pas un qui veut repartir du Nord, donc c'est trop génial. On va pouvoir Ils sont conquis, ils restent. Ils sont conquis, ils restent. On est voilà. La convivialité dans le Nord et les valeurs du Nord, c'est vrai. Et pour reparler un peu de déconstruction, j'avais entendu, c'était le projet, je crois, de la Maillerie, des anciens locaux de Troyes Suisse, qui était assez emblématique de ce que vous savez faire, ou de comment vous processez les choses. Si vous pouvez nous en parler un petit peu pour mettre un angle assez concret. Ça a été un peu la genèse de, on va le dire, puisque vous voyez, on travaille sur des infrastructures comme le métro ou des canaux, etc. On travaille sur des écoproduits, mais c'est toujours des matières solides, de trouver une seconde vie. On travaille sur la partie sédiment, voilà. Et sur la partie des constructions, c'était là aussi, il faut toujours citer les personnes qui sont absolument géniales. Donc Alexandre Garcin sur travailler, donc il a une double casquette. Il est à la fois responsable du développement durable chez Bouygues Construction Nord-Est, et puis élu à la mairie de Roubaix. Mais il sait bien faire la distinction entre les deux. Mais c'est quelqu'un de très engagé, je vais le dire comme ça. Et avec lui, on discutait souvent en disant mais on pourrait mieux déconstruire les bâtiments que de. Alors c'est pas du tout péjoratif, parce que les déconstructeurs, si la première fois que je leur dis ça, ils disent mais moi aussi je déconstruis bien. Mais oui, mais on pouvait aller plus loin, je vais le dire comme ça, voilà. Et sur la Maillerie, on a essayé de mettre en place justement toutes ces boucles d'économie circulaire, de dire comment on peut mieux déconstruire ce bâtiment. Alors finalement, dans un premier temps, on s'est dit la réponse des déconstructeurs, donc on a fait ce qu'on appelle une mission d'assistance et maîtrise d'ouvrage, mais globalement on a dit comment on peut mettre de plus de circulaire dans cette déconstruction. Et c'était dire on va, au lieu de tout casser, parce que on s'est aperçu quand on a fait un audit ressources, donc c'est un audit pour aller voir tout ce qu'il y avait dedans, de potentiel, de réemploi, de revente, etc., de vraiment tout détailler, mais s'imprégner du bâtiment, et puis de prendre aussi des échantillons de matériaux pour regarder leur prochain potentiel, jusqu'à où ils pouvaient aller. Le plus loin possible. Et on s'est aperçu d'abord qu'il y avait 10 000 m² à peu près de plancher, de 2,5 cm d'épaisseur en chêne massif. À l'époque, les entrepôts des Troyes Suisses dans le centre de Croix, c'était un peu l'Amazon de l'époque, C'était dans les années 70, c'était les Kings, donc ils avaient tout mis en parquet en chêne massif.
Et ce parquet, finalement, on lui a trouvé 3 destinations, enfin même 4 maintenant. C'est assez marrant la 4e. La première destination, c'était de dire pourquoi on n'appellerait pas une asso. C'est la Sauvegarde du Nord avec le collectif d'architectes ZERM qui est venu. C'est un collectif d'architectes qui reconçoit des nouveaux bâtiments à partir de matériaux de réemploi. Voilà, et ils ont un entrepôt qui s'appelle le Parpaing de stockage de leurs matières premières secondaires sur lequel ils vont concevoir ces nouveaux bâtiments. Ils sont absolument géniaux. Enfin, je vais le dire tout le temps à chaque fois parce que les acteurs sont bluffants d'intelligence et de tout le milieu qu'on conçoit sont des gens passionnants. Et donc ils sont venus prendre je crois que c'est 400 mètres carrés, mais les chiffres on va les laisser de côté. C'est l'important, c'est de montrer les différentes filières. La deuxième filière, c'était de dire monsieur le déconstructeur, au lieu de tout casser, peut-être de broyer, d'aller le mettre dans la chaudière de Roubaix pour faire de l'énergie, il y a peut-être cette matière-là, c'est quand même du chêne, c'est 117 ans pour faire pousser un chêne. Est-ce qu'on pourrait pas en faire autre chose? Et c'était de dire on a trouvé la solution de pouvoir revendre ce parquet d'occasion. Alors là, via une filière belgique, puisqu'ils sont plus avancés un peu sur nous, sur ces matériaux-là, ça pourra faire naître plein de magasins de demain. Les magasins de demain, ils auront une partie de réemploi ou de réusage. On voit bien que chez eux, il y a un marché, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas chez nous. Troisième voie de valorisation, on a travaillé avec Tarkett, donc un des leaders mondiaux de la moquette dans les bureaux ou du parquet. Et aujourd'hui, un parquet, c'est plus massif, c'est 2 couches de sapin, donc dans un sens, dans un autre, et au-dessus seulement ce qu'on appelle la couche d'usure, c'est fait en bois noble. Enfin, noble, le sapin il est bien aussi, hein. Mais le chêne, on le met que sur 3 ou 4 mm d'épaisseur à la fin. Oui, donc avec 2,5 cm, il y avait de quoi faire des couches. Voilà, on l'a redécoupé en 3 et on a refait 3 mètres carrés de parquet nouvelle génération issu de... Voilà. 3 Suisses. Et puis la dernière, et c'est là c'est super, c'est une start-up qui est aussi basée à Blanchemaille à Roubaix, qui est Dizzy, qui conçoit du mobilier design modulaire et qui utilise des matériaux finalement il y a une série spéciale les 3 Suisses ou ou la Maillerie quand même parce que maintenant c'est son nouveau nom autour de ça et c'est sur des tables basses, c'est aussi super, voilà. Et donc on voit que d'une matière usagée, alors ça on a fait ça sur plein de trucs, hein, les portes, les fenêtres, les sanitaires, enfin il y a eu tout ce qu'on pouvait, des conduites, des gaines, et ça nous a fait apparaître les matériaux. Et les matériaux, tous les bétons, on les a repréparés de manière la plus poussée possible, en renormant aussi, donc en mettant une nouvelle norme sur ce granulat pour reconstruire ce quartier-là, mais aussi d'autres endroits du territoire, puisque c'est... Et après, le réemploi, et c'est de dire, ça peut repartir sur un béton structurant pour refaire des habitations et des bâtiments. Donc on est dans le côté complètement circulaire. Donc au lieu d'aller puiser des cailloux dans une carrière, plus les amener, et bien ces granulats on les a préparés localement et ils retournent dans une centrale de béton aussi très locale. On aurait presque pu avoir la centrale de béton sur site, mais là c'est pas le choix qui a été fait. Et pour être réutilisé donc on a limité du transport, on a limité l'extraction de matières naturelles, voilà. Et finalement ça a permis cette déconstruction sélective, innovante, peu importe comment on l'appelle, a permis aussi de générer des bonnes pratiques, des emplois, et puis surtout ça a donné une formidable impulsion à toute l'économie circulaire, puisque quasiment aujourd'hui il n'y a pas une grande déconstruction qui se font pas selon ces principes-là. Donc c'était un site assez fondateur où on a à la fois beaucoup appris, beaucoup testé, et aujourd'hui on a un rayonnement qui est là aussi finalement l'impulsion est un peu partie du Nord, même s'il y avait eu alors il y a souvent des chantiers tests, des chantiers témoins, mais qui sont on le fait une fois mais on le fait plus jamais après. Voilà, c'est les chantiers démonstrateurs, c'est génial, on a tout déconstruit comme il fallait, mais ça c'était juste du greenwashing, parce que la fois suivante on a totalement oublié. Et nous c'est de dire maintenant ok, ça on l'a fait une fois, maintenant comment dans chaque cahier des charges de déconstruction on peut insérer ça. Finalement on passe du prototype à l'industrialisation du process. Exactement, et ça c'est aussi, ça part du Nord, et on voit aujourd'hui la Solideo, la société de réalisation des ouvrages des Jeux Olympiques, a adopté
ces principes-là. Donc, c'est de dire comment tous les bâtiments qui vont être déconstruits pour construire le village olympique, il y aura après le village olympique une autre destination, plus d'habitation, mais comment on peut finalement maximiser ce démantèlement de bâtiments pour refaire des nouveaux bâtiments en réutilisant un maximum ou faire profiter du territoire de l'ensemble de ces matériaux. Donc c'est très vertueux et c'est en train de se répandre partout. Et c'est en train de... J'espère bien que là où on était dans un océan bleu un peu tout seul au début, on commence à avoir plein d'acteurs et ça c'est top parce que c'est-à-dire que les bonnes pratiques sont en train de se diffuser, tout le monde est en train de se les approprier, et puis ça veut dire qu'il y a un marché là-dessus qui est en train de grandir à une vitesse phénoménale. Oui, puis qu'il y aura de plus en plus d'innovations. Ah oui, on a encore plein d'idées. Alors moi, je suis un pur cerveau droit, c'est-à-dire je suis un créatif, mais heureusement, il y a les associés puis les collaborateurs de Néo, on est tous complémentaires, donc on sait exactement... les idées, tous les 5 minutes que je peux avoir, je suis pondéré, et heureusement, d'ailleurs, par... un petit peu de filtre. Voilà, pour dire, est-ce que ça correspond à un vrai besoin, un vrai marché, parce que après, moi, je peux aussi... c'est pas m'enflammer, mais en tout cas me passionner pour des choses et puis comme ça aujourd'hui les trois puis demain bien plus associés que nous sommes, on a un fonctionnement très démocratique au sens de dire moi je connais mes limites, je connais mes points forts, mes points faibles, et je vais pas essayer de faire semblant d'être aujourd'hui on est là aussi dans le management collaboratif, voilà. C'est et ça c'est passionnant et on a plein d'idées effectivement. Je vous parlais tout à l'heure de l'amiante, qui était le dernier gros point sur la déconstruction qui nous résistait, en disant je trouve des destinations à peu près pour tout, donc il faut construire les filières, hein. Ça prend toujours un peu de temps entre le moment où on dit on va faire une boucle d'économie circulaire et le moment où on la sort, faut un petit 2 ans, hein. C'est parce que il faut le développement, faut la normalisation, faut convaincre les acteurs, reconvaincre les acteurs, reconvaincre les acteurs. Voilà, il faut jamais rien lâcher, et hop, après ça va mieux dès la deuxième, mais donc faut du temps, c'est une certaine forme aussi de zénitude, de dire voilà, on voudrait que ça avance toujours plus vite, mais il faut respecter aussi, parce que c'est pas on n'est pas là pour dire voilà ce qu'il faut faire. Au contraire, on dit comment on peut le faire ensemble. On va co-construire à chaque fois ces boucles à échelle territoriale, et pour que chacun se l'approprie, parce que sinon on va pas laisser, ça sera juste un éphémère, ça sera juste de la com, etc. Alors que nous, on pense que ça peut vraiment faire changer les choses. Donc c'est la révolution par le bas. On peut changer le monde par le bas, et finalement on a tous un pouvoir de dire tiens, moi je peux changer ça, je peux changer mon habitude de consommation, ou je peux changer, moi j'ai le pouvoir de commander quelque chose de plus durable, de plus local, je peux le faire. J'ai le pouvoir et on voit qu'à chaque fois toutes les histoires se sont écrites par des gens qui ont eu envie de changer un petit quelque chose, une habitude pour mettre plus de sens, plus parfois de social, plus de voilà, quelque chose qui les rend fiers d'avoir fait ça. Et là aussi, je pense que l'atmosphère et l'ambiance qu'on a aujourd'hui sont beaucoup plus favorables à ça. C'est que avant, la réussite se définissait par avoir une grosse voiture, une grosse maison. Finalement, si tout ça, ça rendait plus heureux, on le saurait. C'est superficiel au final. Ouais, oui. Puis finalement, est-ce qu'on en a... Enfin, il y a certains qui en ont sûrement... Enfin, c'est leur façon de réussir. Mais moi, aujourd'hui, c'est pas faire participer mes enfants au World Clean Day, ça me paraît vachement plus formateur et plus sympa. Et puis, ils sont bien amusés, ils sont bien... voilà. Et on sait... on a tous passé un bon moment avec et là, ça fait partie de la transmission des valeurs. Ah, c'est sûr. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que dans le secteur de la construction, qui est quand même un secteur qui est assez polluant par nature, on voit aussi qu'il y a des demandes, je vois sur certains promoteurs immobiliers par exemple, qui se disent voilà, on va co-construire, on va réfléchir différemment, on va faire il y a vraiment un mouvement fort au sein des entreprises, de secteurs économiques où on se dit que finalement, c'est pas que l'environnement c'est pas leur priorité, mais que des fois on n'imagine pas forcément acteur de ce changement-là. On voit qu'en fait, voilà, tout le monde s'y met.
et que c'est une vraie demande de beaucoup d'acteurs économiques. Donc finalement, sur un sujet qui a peut-être une dizaine d'années, on se disait, tiens, c'est intéressant, mais est-ce que ça va marcher ? Maintenant, ça devient une préoccupation et une demande finalement. Oui, je vais prendre un exemple de... Je ne vais pas l'appeler un grand philosophe, mais pas loin. Rodolphe Debord, qui est responsable du développement durable du groupe Rabot du Tilleul. Lui, c'est un convaincu et il a réussi à créer justement au sein du groupe Rabot. Il a été porteur de ce message. Et au début, je me souviens, les premières fois où on travaillait ensemble, il disait Christophe, si Neoeco vous êtes au même prix, même norme, il n'y a pas de raison qu'on fasse pas un geste pour l'environnement. Voilà, donc et ça c'est donc il a réussi aussi à porter, voilà, et donc lui et d'autres, on citait Alexandre tout à l'heure, c'était de dire oui, on peut changer les habitudes et finalement ça peut être plus économique et plus durable. Et puis les normes sont en train de se resserrer puisqu'on est ce qu'on appelle aujourd'hui les prochaines normes qui vont arriver, c'est les normes E+, C-. Alors ça veut dire quoi? E+, c'est énergie, que le bâtiment dépense moins d'énergie, soit mieux isolé, qui gère mieux son énergie. Et puis le carbone, enfin c'est C-, c'est carbone moins. Et comment on fait du carbone moins? En utilisant à la fois des procédés constructifs moins polluants de CO2, moins de transport pour amener les matériaux, et d'avoir des bétons bas carbone. Et comment on fait des bétons bas carbone? Et là il faut apporter un peu d'innovation, c'est dire est-ce qu'on ne prendrait pas des matières usagées du territoire pour leur redonner une activation de liant, comme ça pourra substituer tout ou partie des ciments qui sont des gros émetteurs de CO2, et ça met en place une dynamique et finalement une innovation dans le BTP qui était plutôt traditionnel jusqu'alors. En fait, c'est la partie, peu importe le badge qu'on lui met, si on appelle ça économie circulaire, énergie, enfin peu importe, ça lui donne une impulsion où on sent de nouveau l'innovation apparaître. Parce que finalement, c'est un peu comme dans la chaîne de nourriture. C'est si un territoire se dit, moi je suis de plus en plus sensible au zéro carbone ou peu importe l'économie circulaire. En tout cas, je veux changer les habitudes du territoire. Les aménageurs ou les promoteurs ou les bailleurs sociaux vont se dire, finalement, si je veux avoir des terrains, si je veux avoir des choses comme ça, il faut que je parle de zéro carbone. Comment je vais faire pour décliner ça? Et puis, comment je vais pouvoir mettre en place ces bouts d'économie circulaire? Et puis, ils s'aperçoivent que c'est plutôt vertueux et que ça retombe maintenant aussi jusqu'au celui qui va acheter le logement. Puisque là aussi, au début, ça part donc d'une impulsion, que ce soit la commande publique ou des privés qui disent tiens, moi je voudrais faire un peu différent. Et puis c'est en train de nous inonder partout en disant finalement oui, pourquoi je prendrais pas un bâtiment qui soit mieux isolé et qui soit issu de produits locaux qui ont déjà une première vie. Il n'y a rien qui m'en empêche. Et j'y vais. Et puis une première bonne pratique, on fait naître 2, 3, 4. Et c'est finalement le bâtiment qui était assez immuable. La formulation béton n'avait pas dû changer beaucoup depuis plusieurs dizaines d'années. Parce qu'elle était, on s'était pas posé de questions. On est en train de se réinventer complètement dans ce métier. Et c'est assez absolument bluffant parce que ça va être à échelle territoriale, nationale et mondiale. Et de nouveau, dans la région de France, on est pionnier sur pas mal de démarches avec des entreprises qui sont assez innovantes là-dessus. Et ça sera sûrement peut-être les prochains leaders et qui gardent toujours cette âme d'innovation. Parce que ce qu'il y a toujours une entreprise, enfin en tout cas moi quand je fais l'analyse des grandes entreprises, souvent elles ont eu un ou plusieurs fondateurs assez géniaux avec des idées, des concepts. Ces idées ont grandi, on fait grandir de manière très très importante les entreprises. Et puis au bout d'un moment... ce qui prend le pouvoir dans l'entreprise, ça devient alors c'est pas péjoratif pour eux, c'est des contrôleurs de gestion et la partie achat, puisqu'on va chercher à optimiser, standardiser.
de plus en plus. Voilà. Et puis, soit la disparition du fondateur ou en tout cas la mutation, on va parfois oublier de remplacer ces aiguillons de l'innovation, de sentir le marché, parce que des fois, c'était pas forcément que rationnel au sens il y a un business plan super bien écrit, c'est aussi une intuition. On les remplace pas forcément et ces entreprises ont un peu du mal à se renouveler parce que elles gagnent beaucoup d'argent pendant un temps. Et puis à un moment, quand il faut se renouveler, elles ne voient pas le. Elles sont un peu sclérosées. C'est mon fameux paquebot tout à l'heure qui bougeait pas. Et enfin, en tout cas, pour lui donner un changement de direction, c'est très long. Et en plus, celui qui le regarde dit attendez, moi je suis les rails et je vais surtout pas voir à côté. On ne sait jamais, il pourrait y avoir un iceberg. Et rapporter aussi un peu aujourd'hui, on est en train dans le milieu du BTP de rapporter un peu ce grain d'innovation parce qu'il va y avoir une primeur à ceux qui vont un peu innover et donc on est en train de redonner impulsion à des entreprises challengers qui vont se développer alors qu'on c'était finalement on semblait c'est ça, un peu immuable et puis voilà, on pensait que les grands acteurs du béton étaient là, ils avaient un peu fait le Yalta chacun avait ses parts de marché, ses territoires, etc. Voilà, on dit le prix du béton ne changera jamais. Et puis finalement, on est en train de voir des choses qui sont en train de se bouger dans la construction, qui sont assez bluffantes, et avec des entreprises justement qui sont en train de muter. C'est avec des programmes d'innovation forts, et ça, je trouve ça assez remarquable, et on a la chance d'en accompagner certains de ces acteurs qui sont on sent que même dans leur entreprise justement on est en train de libérer des énergies. C'est un beau moment à vivre, je trouve. On est dans une belle période. Enfin voilà, on revient au côté optimiste de. Mais je pense qu'il y a plein de raisons de l'être en fait. Ouais. Enfin voilà. Oui, alors c'est sûr qu'il y a toujours dans chaque changement comme ça, il y a beaucoup d'incertitudes. Et on sort de sa zone de confort. Et il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Donc si on a un profil où les angoisses sont plutôt présentes, bon, là c'est sûr que c'est angoissant. Voilà. Par contre, pour la vision, elle est quand même aujourd'hui plus durable, plus respectueuse de la planète et indirectement aussi, ou directement finalement, respectueuse aussi des personnes. Et après, on vit pas dans un monde de bisounours, donc mais il y a pas mal d'espoir là-dessus sur le fait qu'on puisse créer de la valeur sur le territoire du Nord sans pour autant ni exploiter, et redonner aussi de la formation, en valorisant à la fois les hommes et le territoire. Oui, exactement. Et pour moi, c'est aussi comme ça qu'on crée une forme de valeur, parce que valeur humaine, valeur financière, valeur sociétale. C'est très philosophique tout ça, mais Néo, c'est aussi pratique, concret et pratique. Ouais, voilà, nous c'est comment on va le rendre pratique. En fait, c'est Néo-Éco, c'est de se dire une bouille d'économie circulaire, c'est quoi pratiquement parlant, on va le décliner, on va vraiment le faire en fait. On va pas juste rester à boire une bière autour d'un bar, mais on va le mettre en pratique. Et même on voit les micro-brasseries là, qui renaissent un peu de partout. Là, on est en train de faire des choses aussi pour regarder comment, à partir des déchets de brasserie, comment on peut faire repousser des choses. Il y a plein d'idées autour de ça. Et en plus, c'est super créatif parce que j'ai l'impression qu'on ne travaille pas quand on fait ça. Et quand on fait de sa passion son travail, on travaille avec plaisir du coup. Oui, voilà, c'est un peu envahissant parfois dans sa vie, parce que j'ai peu de distinction entre ma vie privée et ma passion boulot, mais en même temps, les rencontres qu'on fait tous les jours sont assez extraordinaires, et finalement, on vit avec d'autres gens passionnés comme ça, et puis finalement on embarque un peu sa famille, en tout cas tous ceux qui ont envie de suivre cette aventure qui est un peu qui est assez bluffante de Néo-Éco. C'est quelque chose qui finalement aujourd'hui je suis juste une des ressources, et c'est c'est un éco-organisme qui vit et qui grandit presque tout seul avec et ils sont tous bluffants. Moi, je suis trop fier de voir comment
comment la société évolue, parce que ils contribuent à faire du changement. Ils le font super bien avec une rigueur qui est toute scientifique, mais pourtant avec une convivialité, avec beaucoup de passion. Et tous les jours, on essaye d'acquérir des nouvelles pratiques. Moi, j'ai encore plein de choses à apprendre. Je change, mais alors j'ai encore plein d'axes de progrès, mais je le fais à ma façon, parce qu'il faut le digérer. Oui. Tout ça. Bien, je vois que le temps passe, Christophe. Je vais vous poser les 3 questions rituelles de la fin d'épisode de La Boussole. Est-ce que vous auriez un film ou un livre à conseiller ? Alors moi je suis en ce moment dans Le cœur de l'Angleterre de Jonathan Coe, parce que c'est un auteur anglais que j'adore, et j'adore la littérature anglaise. En plus quelques réflexions sur le Brexit, etc. C'est alors je suis pas très livre comment l'économie circulaire, etc. Moi je préfère vivre les choses, donc mes lectures c'est plutôt un livre d'évasion. D'accord. Super. Et donc le podcast s'appelle La Boussole. Donc la boussole, ça indique le nord. Donc à quoi vous voudriez montrer le nord, montrer une direction ? Il faut tout réécouter, mais en fait c'est donner du sens à ce qu'on fait, et on a une chance immense justement dans le Nord, c'est d'avoir cette chaleur, cette convivialité, cette ouverture d'esprit. Profitons-en, en fait c'est notre passé et notre meilleur moyen de préparer un avenir, et on est à la fois un beau laboratoire social, futur créateur d'emplois, donc finalement on a beaucoup moins de peur que beaucoup de monde. Voilà, parce qu'on est obligé de vécu beaucoup de choses. Voilà, on a déjà vécu beaucoup de choses, donc si on a ce sens-là s'installe durablement, on pourra être rayonnant et inspirant pour d'autres régions. Et pour terminer, vous auriez quelqu'un à me recommander pour un prochain épisode de La Boussole ? Là, j'en ai plein. Un ou deux. Parce que des acteurs qui... alors, il y a tout autour, un peu l'écosystème autour d'Eneo aussi, ou alors les gens que je rencontre dans le réseau Entreprendre. Mm-hmm. Donc ça va du directeur du réseau Entreprendre, Marc Burden, qui est quelqu'un de passionné et passionnant. Ça va être des gens comme Espérance Fonzi sur Enici, Pierre-Emmanuel Lepers sur l'amiante. Alors ça c'est un peu c'est une sponsoring interne, je vais dire comme ça, mais après dans tous les gens, une personne comme Christophe Cousin qui dirige le GIE de la Méta par exemple, il est en train de faire changer les choses, et c'est la première fois que des bailleurs sociaux à échelle territoriale sont en train de faire bouger des choses, en disant on va profiter du plan de renouvellement urbain pour faire quelque chose aussi différent, et sa vision est assez bluffante, et donc je pourrais vous citer, alors après ils sont des fois en dehors du Nord, mais on s'en fout parce que l'important c'est l'engagement, mais des personnes comme Justine Mringer de Pleine Commune qui vous parlera de métabolisme urbain comme jamais vous en entendrez parler, et qui a des valeurs qui transpirent. Donc il y a plein de gens dont je suis trop fier à recevoir. Il n'y en aura pas qu'un, il y en a plein. Ouais. Merci beaucoup Christophe, merci pour votre temps et pour votre enthousiasme qui est communicatif en tout cas. Merci, bonne journée à tous. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscules, tout attaché, @gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.